Bonjour Anne Coffinier. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice et directeur de la Fondation pour l'école. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette fondation ? Donc la Fondation pour l'école a été créée en 2008. C'est une fondation qui a pour but de participer, si c'est possible, au renouveau de l'enseignement en France et essayer d'aider l'école française à retrouver une qualité dont elle est tout à fait capable. Et donc le but de la Fondation, c'est essentiellement de soutenir les initiatives des créateurs d'écoles, parce que nous partons du principe que l'école sera sauvée par les professeurs, par les parents d'élèves, par les directeurs, et pas tellement, probablement, ou alors malgré eux, si on peut dire, l'establishment ou bien la technocratie qui dirige et qui a donné l'impulsion depuis 30 ans à l'éducation nationale. Donc l'idée que nous avons, c'est que l'éducation nationale et les écoles d'éducation nationale pourront s'inspirer de telle ou telle expérience des écoles indépendantes, ou hors contrat, ou libres, comme on veut, françaises ou étrangères, puisque nous participons aussi à l'information sur la liberté scolaire. Et donc avec ces expériences-là, elles pourront mettre en place des formules qui fonctionnent bien et qui permettent de relever le niveau d'enseignement en France. Bien, alors ça peut paraître surprenant de la part d'une ancienne élève de l'ENA. D'où vous est venue cette idée de fonder ? La nécessité peut saisir, si on peut dire, n'importe quelle personne, quel que soit son passé, sa formation. Lorsque vous voyez le degré de paralysie, la perte d'énergie, le gaspillage, le drame que vivent la plupart d'ailleurs des professeurs d'éducation nationale, ça suscite forcément un sentiment de gâchis qui est révoltant. Et en plus de cela, sur le fond même, en dehors de l'expérience du désastre, sur le fond même, je crois qu'on est obligé de reconnaître que les enfants étant variés, étant différents, ils ont besoin d'avoir une offre scolaire variée. Et je ne crois pas que l'éducation nationale ne sera jamais capable de renoncer à un monolithisme de la pensée, de la conception de l'éducation. Elle voudra toujours tout diriger, tout contrôler, et donc la variété de l'offre sera toujours insuffisante. En plus de ça, c'est aussi une question de liberté politique. C'est important que des collectivités locales, que des communautés locales, que des églises, que des communautés aussi villageoises, que des professeurs, des entrepreneurs puissent créer leur école. Ça fait partie des libertés les plus fondamentales, qui sont d'ailleurs reconnues par les déclarations européennes, aussi internationales, des droits de l'enfant en général et des droits de l'homme. C'est le corollaire, enfin la liberté de création d'école et la liberté d'enseignement, c'est vraiment le corollaire de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion et la liberté religieuse. On voit très bien la situation. Qu'est-ce que c'est qu'être libre si vous ne pouvez pas transmettre à vos enfants une éducation, une instruction qui soit compatible avec les grandes valeurs qui animent votre vie? Ça n'a pas de sens. Alors justement, quel est le rôle de votre fondation ? Vous accompagnez les écoles dans leur création ou... Alors, la Fondation a plusieurs rôles. Le rôle numéro 1, c'est de soutenir les meilleures écoles, celles qui du moins correspondent à notre charte et dont le financement, l'organisation interne, l'équipe professorale semble solide. Donc l'idée, c'est de les accompagner techniquement, financièrement, et leur proposer aussi des formations pédagogiques, ce qui est le rôle de notre université libre. Et évidemment, en tant que fondation, l'outil numéro 1, l'attention numéro 1, elle est financière. La fondation est là pour chercher l'argent, purement privé. On ne vole absolument aucun argent à l'État. Donc, des bienfaiteurs qui sont... Ça peut être toutes sortes de gens. Vous avez des retraités qui vont donner, par exemple, 20 € par an, jusqu'à des chefs d'entreprise qui vont donner 100 000. Donc, c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment la société civile qui juge opportun de faire un effort financier pour préparer l'avenir. Alors, vous avez parlé des écoles confessionnelles. Est-ce que vous-même, vous soutenez les écoles confessionnelles ou pas ? Pourquoi je ne le ferais pas ? Là aussi, l'homme est un être spirituel, alors il peut choisir de tourner le dos à sa condition. C'est tout à fait faisable et ça fait partie de sa liberté, mais il peut aussi vivre sa spiritualité. Donc à partir du moment où les écoles sont cohérentes
s'inspirent, disons, et sont soucieuses de former l'enfant dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire, vous savez, les Français, façon éducation nationale, sont trop intellectualistes. Ils s'occupent qu'à la formation intellectuelle de l'enfant, mais si l'enfant n'est pas mis en confiance, si l'enfant n'a pas aussi une formation du corps, s'il n'y a pas de formation de la volonté, si on n'a pas pris l'habitude de lui donner le sens de l'effort, le sens de la responsabilité, le sens du travail bien fait, son éducation est ni faite ni à faire. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui rentrent. Il y a aussi la dimension morale. Alors maintenant, on fait des commissions, on s'interroge sur la pertinence de refaire des cours de morale. Bon, très bien. Mais force est de constater que la morale, sans aucune référence religieuse, en général, tourne court. Donc oui, nous soutenons des écoles, en l'occurrence catholiques, il faut appeler un chat un chat, très volontiers, sans aucune hésitation. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique qui peut soutenir des écoles d'esprit catholique, des écoles d'esprit protestant, c'est aussi possible, des écoles Montessori, des écoles Steiner, des écoles bilingues, des écoles à horaires aménagés pour des musiciens, des écoles pour des enfants qui ont des difficultés particulières. Par exemple, nous aidons une école pour enfants dyslexiques, des enfants qui au contraire ont des aptitudes dites exceptionnelles. Donc tous ces cas de figure, si vous voulez, sont possibles, et à partir du moment où le dossier est solide, où les directeurs d'école ont créé leur école par rapport à une optique de service, alors nous sommes compétents pour intervenir. Alors justement, je vous pose la question parce que les écoles catholiques sont très reconnues pour leur ouverture à d'autres confessions, mais par exemple les écoles juives ou musulmanes, elles, sont plutôt souvent critiquées pour développer le communautarisme. Donc c'était ma question. Aussi. Oui, alors en fait, en tant qu'école subventionnée par l'État, dans le cadre de la loi Debré, les écoles sous contrat sont obligées de ne faire aucune distinction et dans le recrutement de leurs élèves et dans le recrutement de leurs professeurs. C'est-à-dire qu'en réalité, elles perdraient, dans le cadre d'un procès, si elles refusaient, par exemple, d'embaucher un professeur musulman ou athée pratiquant qui serait le professeur de français ou de littérature. Ce qui paraît aberrant et qui probablement, à mon avis, changera dans les années futures, parce que c'est la nature même, si vraiment nous appliquons cette loi dans la durée, c'est toute la société qui devient indifférenciée. Imaginez par exemple qu'on interdise à l'humanité de recruter des journalistes communistes et qu'on les condamne parce qu'ils auraient refusé de recruter un journaliste UMP. Ça n'a pas de sens. Donc on est arrivé dans une situation qui a peu de sens. Alors dans les écoles hors contrat, il y a des enfants. Alors les écoles hors contrat ont une charte. Cette charte, elle est claire, elle est nette, ne viennent que ce qu'ils veulent. Il y a des enfants en général d'autres confessions que la confession de référence de l'école hors contrat. Mais ces enfants acceptent de respecter pleinement la règle de l'école. Et il est très clair que dans les écoles hors contrat, si un enfant ne veut pas par exemple, est gêné par la prière du matin, par exemple dans le cas d'une école d'inspiration catholique, ou la formation religieuse, ou la messe mensuelle, et qu'il ne veut pas y aller, eh bien, au moment de l'inscription, il sera expliqué à cette famille que ça ne paraît pas indiqué que cet enfant vienne dans l'école. Maintenant, s'il n'a pas la foi, il n'est pas de cette confession, mais qui respecte, par exemple, qu'il attend lors de la prière du matin, que ça passe, et qu'il aille au cours de religion, par contre les messes en général il en est évidemment dispensé, ça pose aucun problème. C'est une question de cohérence. Sinon vous ne pouvez plus maintenir la force d'un projet pédagogique et l'identité pédagogique. Très bien. Alors, que pensez-vous du chèque éducation? Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez? Le chèque éducation est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Nous avons d'ailleurs récemment organisé et demandé plutôt à l'IFOP de faire un sondage en partie sur ce sujet-là, et nous avons été très intéressés de constater que les Français plébiscitaient le chèque éducation, enfin le voucher pour utiliser un terme anglo-saxon, ou le ticket scolaire, ou le bon scolaire selon le vocabulaire qu'on utilise. Donc le mécanisme, pour le rappeler rapidement, c'est tout simplement qu'au lieu que l'État donne une dotation globale de fonctionnement à chaque établissement, quelle que soit sa performance, sa demande, sa qualité et même à la limite le nombre de ses élèves effectifs, eh bien
L'État va simplement donner à chaque famille un chèque qui sera, dont le montant sera fixé en fonction du niveau de l'élève, c'est-à-dire que s'il est en primaire, ça sera par exemple 3 000 euros, s'il est en secondaire, ça sera 4 000, s'il est au lycée, ça sera 5 000, 6 000. Et donc ce chèque ne sert qu'à financer que des écoles. Donc ça peut être des écoles publiques, des écoles privées, sous contrat, hors contrat, tout ça n'existe plus évidemment dans ces conditions-là. Et donc ça permet de rendre la liberté aux parents et de faire un outil complètement social. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, pour choisir l'enseignement privé, d'ailleurs sous contrat ou hors contrat, il faut quand même des moyens financiers. Alors qu'avec le système de chèque éducation, n'importe quel enfant peut être pris dans l'école qu'il a choisie en fonction évidemment des places disponibles. Très bien. Alors, pour vous, on peut pousser la logique plus loin. Est-ce que l'État doit s'occuper d'éducation ? Alors, l'État a le devoir de garantir que le cadre constitutionnel, institutionnel, légal, même pratique à la limite, soit favorable à une bonne éducation. Donc c'est vraiment, c'est une mission de soutien, c'est une mission de garantie que les conditions sont réunies. Maintenant, l'État n'a pas à intervenir a priori, il ne doit intervenir que s'il constate qu'il y a des manques. Par exemple, qu'il y a tel type d'enfant qui est mal scolarisé ou qui est peu scolarisé ou bien pour lesquels les solutions sont vraiment défectueuses. Admettons par exemple que l'État considère que pour tel type d'enfant, pour les enfants autistes par exemple, eh bien l'offre privée ou éventuellement des collectivités locales, donc elle peut être publique, eh bien l'offre est défectueuse, c'est-à-dire qu'on n'arrive à rien de bien, les familles sont mécontentes, les enfants ne sont pas épanouis, ne se forment pas bien. Dans ce cas-là, l'État doit intervenir. Donc vous voyez, c'est vraiment une logique de subsidiarité. Les premiers qui sont responsables, ce sont les familles et les collectivités naturelles. Donc ça peut être des communautés, par exemple, les écoles d'entreprise sont parfois très intéressantes. Je pense aux écoles Michelin. Ce sont des excellentes écoles. Pourquoi ne faudrait-il pas qu'ils créent des écoles ? Il y a aussi des réseaux d'écoles qui sont très intéressants, qui peuvent être montés par des gens qui ont une certaine expérience de l'éducation et qui veulent le développer et qui créent en quelque sorte une marque, un label, une certaine conception d'éducation. Je pense au réseau d'écoles Montessori, par exemple, qui sont répandus à travers le monde. Ça serait quand même malheureux que ça n'ait pas pu se développer. Alors ça n'interdit pas du tout d'ailleurs à l'État de reprendre ces pédagogies et de les faire siennes. Je crois qu'il faut arrêter de penser la question scolaire en scindant d'un côté le privé du public. Ça, c'est de la tambouille, si vous voulez, c'est de l'intendant, ça n'intéresse personne. Ce qui est intéressant, c'est savoir la qualité de l'enseignement dispensé. Je crois que c'est très français, il faut qu'on arrive à sortir de cette appréhension des choses. D'autant que la qualité est très française aussi. Oui. Alors, j'imagine que vous êtes de ceux qui pensent que le niveau baisse plutôt dans l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que l'État peut régler ces problèmes de qualité justement à l'éducation nationale ou est-ce que c'est perdu d'avance ? En tout cas, dans la manière dont il se prend depuis 40 ans, manifestement, c'est pas au point, puisque le niveau effectivement baisse, le niveau de savoir, de connaissance baisse, mais même le niveau d'appétence, de goût pour le savoir s'étiole. Cela dit, c'est pas simplement la faute de l'État ou la faute de l'école, c'est aussi toute la société qui évolue énormément, notamment à cause des choix de l'État. La place de la publicité, par exemple, dans les médias, le fait que l'État, par exemple, ne fasse plus respecter la loi sur la pornographie, toutes ces choses-là, l'envahissement de l'univers visuel, des publicités, le bruit général, il y a tout un contexte, le caractère trépidant de la vie actuelle, tout ce contexte-là, la décomposition de la famille, qui est quand même quelque chose contre l'État lutte peu, et bien tout ça fait qu'il y a un contexte social qui est très défavorable à une éducation réussie. Donc, ce qui est difficile dans les questions d'éducation, c'est qu'on ne peut pas traiter un bout, c'est vraiment une question d'ensemble. C'est comme si on vous demandait est-ce que vous êtes pour la semaine des 4 jours ? On peut être pour, on peut être contre, c'est une question d'ensemble. Ou est-ce qu'il faut penser que les enfants doivent travailler plus ? C'est sûr, s'il s'agit de sortir, par exemple, encore des heures de français, encore des heures d'histoire, c'est clair que j'y suis opposée.
Maintenant, si je trouve que c'est très pertinent qu'un enfant de 6 ans travaille 8 heures par jour, c'est clair que je ne trouve pas ça très pertinent. Donc vous voyez, c'est une question d'ensemble, quoi. Et donc, si l'éducation nationale continue dans la même logique, c'est-à-dire à croire que tout est une question de moyens, à croire aussi que sa mission principale, c'est de faire en sorte que tout le monde arrive au même résultat, quels que soient les talents de départ, quelles que soient les aspirations des uns et des autres. Si vraiment il reste dans cette logique qui est très contraignante, qui est très totalitaire dans la vision de l'homme, eh bien, je pense qu'ils sont vraiment voués à leur perte. Maintenant, s'ils comprennent que pour survivre, il va falloir qu'ils se décentralisent, ils acceptent aussi d'être en logique de partenariat avec d'autres, et surtout qu'ils respectent l'autonomie des établissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie des établissements ? Ça veut dire que le directeur est capable de choisir ses professeurs par rapport à un projet pédagogique clairement exprimé, que les élèves, les familles sont capables de choisir librement l'établissement, et ensuite que le budget qui permet de mettre en œuvre tout ça est géré par l'établissement, et donc il est comptable, qu'il est responsable de sa gestion. Et donc quand on est déjà dans un cadre comme ça, les gens sont beaucoup plus responsabilisés, il y a beaucoup plus de variété, il y a une émulation qui est saine entre les écoles. Toutes les écoles ne sont pas des écoles d'un niveau académique extraordinaire, mais par contre, elles ont tous des atouts et des qualités suffisamment claires pour que les gens aient envie de les rejoindre. Et si certaines écoles sont sans qualité, eh bien, il arrivera ce qui arrive dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'elles fermeront. Donc l'État peut prendre sa place parmi d'autres prestataires d'éducation, mais il doit, à mon avis, renoncer à son optique totalitaire de l'éducation, et puis accepter de remettre l'homme au centre du fonctionnement des écoles, c'est-à-dire de faire confiance au directeur et de laisser le directeur constituer une équipe éducative vivante, soudée et qui puisse s'engager dans la durée. Alors vous avez utilisé un terme très fort, je suis obligé de réagir, mais c'est totalitaire. Qu'est-ce qui pour vous est totalitaire dans l'éducation prodiguée par l'État ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Je ne sais plus par contre l'année. Il y a quelques années, je crois que c'est dans la fin des années 80, mais je ne serais pas très sûre, il y a eu une circulaire sur l'éducation sexuelle. Et dans cette circulaire, il y avait une sorte de chapeau introductif qui disait que l'objectif des nouvelles dispositions en matière d'éducation sexuelle, c'était de faire en sorte que l'enfant se distancie, enfin mette à distance les préjugés familiaux. Et donc il s'agissait d'émanciper l'enfant des préjugés familiaux et donc de lui permettre d'arriver à une sorte de liberté que sa famille lui empêcherait de développer. C'est-à-dire qu'on est dans une vision de la société où l'État est émancipateur et la société civile, les parents, les communautés intermédiaires sont des sources obscurantistes. Ça, c'est typiquement la conception totalitaire. Alors, je ne dis pas que c'est ça à 100%, mais il y a des tensions totalitaires. Lorsque vous prétendez, par exemple, former l'enfant sur un peu tous les risques de la vie, c'est-à-dire que, par exemple, vous prétendez que vous allez informer l'enfant sur, je prends l'exemple de la sexualité parce que c'est le plus parlant, sur les risques liés à la sexualité. Ça veut dire qu'un enfant, ça commence dès le primaire maintenant, va entendre parler de sexualité à travers la question du sida, la question de la contraception, la question de la régulation des risques, les comportements à risque, et puis aussi maintenant toute cette information, pour ne pas dire cette promotion, sur les différents types de sexualité. Y compris d'ailleurs les transsexuels, puisque tout cela est imbriqué. Donc il y a des affiches, que je pourrais vous montrer à une autre occasion, des affiches qui sont dans les écoles, qui expliquent qu'il faut se poser la question, et ça un enfant dès la fin du primaire, pour savoir s'il n'est pas voué à être transsexuel, bisexuel, etc. Donc si vous voulez, ce matraquage sur un enfant ne respecte pas la liberté des enfants et des parents de commencer à entendre parler d'amour avant d'entendre parler de technique, si j'ose dire. Et de commencer à apprendre ce que c'est le respect de l'autre, ce qu'est l'autre, ce qu'est l'engagement, ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie. Donc vous voyez, c'est une espèce de brutalisation, de technicisation, de dépoétisation terrifiante de cette question-là. Et ça, elle est imposée par les programmes, par tout le contexte, et elle vous est imposée de force. Et bien ce type de brutalisation, je la trouve vraiment insupportable, et il n'y a aucune raison que nous l'acceptions. Donc ça, c'est un exemple de totalitarisme comme un autre. Après, le fait par exemple que les enfants doivent absolument avoir un niveau donné à un âge donné.
Ça aussi, c'est absurde. C'est une vision égalitariste complètement dépassée de la situation. Les enfants doivent pouvoir croître et se développer au rythme de leurs capacités, de leurs besoins. Un enfant, par exemple, peut être désireux de progresser beaucoup en histoire à un moment donné, mais pas du tout mûr pour faire des mathématiques. Donc, par exemple, on peut, tout en assurant un niveau de base, le pousser dans un domaine dans lequel il va prendre confiance et petit à petit avoir cette envie très forte qui va lui permettre de développer un rapport à l'école très positif, et donc du coup pouvoir apprendre plein d'autres choses derrière. Ou bien on va le pousser à être absolument au même niveau que les autres, on va éventuellement lui taper sur la tête s'il veut faire les choses plus tôt que les autres, ça sera mal vu, on dira que les parents le poussent. Vous voyez, un enfant par exemple qui a envie de lire, vous avez des enfants qui à 4-5 ans ont envie de lire, puis d'autres qui à 8 ans renaclent. C'est la nature, c'est leur nature. Et apprendre à lire à un enfant qui n'a pas envie, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Donc, vous voyez, cette peur de la différence. Parce qu'on se caractérise de différence à notre époque, mais on a peur de la différence. Et moi, je pense que les enfants ont des qualités différentes, ont des appétences différentes, ont un rythme personnel différent. Il faut arrêter de brutaliser les enfants, il faut respecter leur singularité et leurs aptitudes propres. Alors justement, une des critiques qui revient souvent à l'encontre de l'éducation nationale, c'est qu'elle pousse finalement à une génération d'aller au bac, alors que certains seraient mieux à faire du travail manuel, puisque apparemment ils sont plus doués pour ça. Est-ce que vous-même vous y encouragez ou pas? Si vous voulez, le bac pour le bac, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire pousser les enfants à développer une bonne maîtrise de la langue, une bonne expression écrite et orale, et avoir une maîtrise des fondamentaux solides. Par exemple, une vraie conscience de ce qu'est la France, une vraie conscience de l'histoire, c'est intéressant. Mais il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui sont réticents. Bon, il y a des enfants qui ont des capacités personnelles qui sont plus limitées, ça existe. Après, il y a des enfants qui n'ont pas de désir pour ça, qui même ne supportent pas l'idée même d'une école. Alors c'est d'autant plus vrai que l'école est monolithique. Quand vous avez des types d'écoles très variés, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de phobie scolaire, puisqu'ils arrivent à trouver un style qui leur plaît mieux. Certains enfants, par exemple, se portent très bien en faisant l'école à la maison, avec quelques cours en commun, mais la plupart du temps en travaillant seul. Et c'est une mentalité qui se développe de plus en plus, parce que lorsqu'on pratique beaucoup Internet, et beaucoup les jeux vidéo, et beaucoup tout ce milieu-là, on ne supporte plus la lenteur et le caractère directif de l'enseignement d'une école, l'enseignement collectif. Et à ce titre-là, je trouve que ça serait très intéressant de réétudier ce qu'on faisait avant l'invention par des frères des écoles chrétiennes, avant l'invention de l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement mutuel. Vous avez un professeur qui raconte la même chose à une pièce entière d'élèves. Et bien avant ça, on ne faisait pas du tout comme ça. En fait, on enseignait chaque élève, et chaque élève avait ses exercices, avait son propre cheminement. Et ce n'est que la démocratisation qui a eu lieu à l'époque des frères des écoles chrétiennes et la massification de l'enseignement qui a poussé à avoir cette idée qui était purement une idée de fonctionnement, de faciliter le fonctionnement, qui est de dire nous allons avoir des professeurs qui vont raconter la même chose à tout le monde et puis les autres arriveront et avanceront comme ils pourront. Donc ça, je crois que c'est une idée qui n'est plus adaptée à la société actuelle. On a besoin d'une différenciation des modes d'accès et des rythmes d'accès. Donc une fois qu'on est dans ce contexte-là, je crois qu'il y a des enfants de toute manière qu'il faut bien reconnaître qui n'ont pas envie longtemps d'apprendre des choses abstraites, de faire des efforts intellectuels. Bon. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout les tenir dans la durée malgré eux, parce que ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, il faut vraiment avoir un premier cycle très solide, c'est-à-dire que là, coûte que coûte, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, il faut vraiment qu'ils aient une maîtrise parfaite de la langue française, qu'ils aient une structuration logique très solide, qu'ils aient appris ce qu'il faut savoir en matière d'éducation, en matière de respect des gens, de son pays, de notions qui permettent de vivre ensemble, comme on dit. Ça, là-dessus, il faut être très strict. Mais ça peut s'arrêter à 12 ans. Et après ce stade-là, c'est tout à fait autre chose. Je crois qu'il faut reconnaître que les gens ont leur propre cheminement. Et il faut faciliter, ce qui existe déjà d'ailleurs de manière assez intéressante au Greta ou autre, il faut faciliter la reprise d'études plus tard. Il y a beaucoup de jeunes, notamment de jeunes garçons, qui veulent travailler tout de suite, ils ne veulent pas rester à l'école, mais après ils se rendent compte que, en fait, il leur manque ça, et qu'ils aimeraient bien, par exemple, je parle d'un ami qui est ébéniste, il a commencé très tôt l'ébénisterie, enfin à 16 ans, et il a arrêté l'école, enfin il n'a rien fait à partir de 12 ans à l'école, grosso modo, il a vaguement attendu que ça passe. Et ensuite, en faisant l'école Boulle, il s'est rendu compte qu'il lui manquait toute la culture historique.
Donc il s'est mis à lire, et puis après il a fait des études d'histoire. Et il en est même venu à passer l'agrégation d'histoire, au bout du compte. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on sente la nécessité des choses pour les faire. Il y a des enfants qui sont raisonnables, les parents leur disent c'est très important pour toi, fais-le, ils obéissent, et puis il y a des enfants qui ne sont pas raisonnables. Donc il faut accepter ce rythme personnel. Et puis surtout, je crois que la France est très arriérée sur le respect du travail pratique et du travail manuel, du travail artistique. Et donc on regarde avec condescendance quelqu'un qui ne veut pas être un gratte-papier ou un col blanc. Ma foi, moi personnellement, je ne partage pas du tout cette approche des choses. Ce qu'il faut, c'est que les enfants aient cette exigence du travail bien fait, de la beauté, de la perfection dans leur travail, qu'ils aient cette approche extrêmement présente à sa propre vie. Le travail n'est pas une aliénation, ou alors il vaut mieux pas le faire. Le travail est quelque chose dans lequel on se réalise. Donc s'ils ont reçu de leur formation et de leurs parents, de leur entourage, cette vision du travail et cette exigence qui est très forte à travers le travail, je pense qu'ils pourront tout aussi bien faire des formations par alternance, arrêter des études à un moment donné, les reprendre. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus possible qu'aujourd'hui. Concrètement, comment est-ce que votre fondation peut aider à la création d'écoles? Parce que ça nécessite beaucoup de compétences qu'on n'a pas forcément en tant que créateur d'entreprise. Donc est-ce que c'est là où vous intervenez? C'est là où nous essayons en tout cas. Donc la Fondation pour l'école et l'association Créer son école, qui est la première association que j'ai créée en 2004, ont un rôle d'accompagnement technique, juridique. C'est vraiment une boîte à outils avec un réseau de spécialistes qui se mobilisent bénévolement pour accompagner les créateurs d'écoles. Cette année, en septembre 2010, il y a 21 nouvelles écoles qui ont ouvert. Et évidemment, c'est des heures de suivi. Alors, je vous donne des exemples. Ça peut être la préparation d'un guide et la communication des règles de sécurité à respecter pour ouvrir une école. Ça peut être par exemple le fait de réviser leur business plan pour voir s'il est réaliste ou pas et s'ils n'ont pas oublié des postes que l'on sait être vraiment importants. Ça peut être le fait de leur proposer une formation ou alors un tutorat de leur directeur ou de leur maître d'école. Ça peut être tout simplement le fait d'écouter leur projet pédagogique et de leur dire s'il nous semble audible, compréhensible et si ça va pouvoir rencontrer l'attente des parents ou pas. Voilà, donc ce type d'accompagnement, il y a beaucoup de questions aussi fiscales. Comment faire pour financer les écoles? Qu'est-ce qu'on a le droit quel type d'aide on peut attendre? Voilà. Donc ça c'est un accompagnement technique que nous faisons pour les créateurs d'écoles. Mais jour après jour, ça développe vraiment en nous un grand respect, une grande admiration même des créateurs d'écoles parce que c'est vraiment les aventuriers, on dit souvent ça des parents, c'est ce qui est déjà vrai, mais c'est vraiment les aventuriers des temps modernes. Créer une école aujourd'hui, c'est une aventure totale parce que c'est comme créer une entreprise mais sans perspective de profit. Parce que les écoles que nous aidons sont des écoles associatives, tout l'argent développé éventuellement est réinvesti dans l'association, donc dans le fonctionnement de l'école, et puis il faut savoir qu'une école, elle est déficitaire au moins les 5 premières années. Le point mort pour une école primaire, c'est à peu près 80 élèves, sauf s'il y a des facilités sur l'hébergement de l'école, et pour le secondaire, c'est à peu près 150 élèves. Et il est évident qu'on n'atteint pas 80 ou 150 élèves en 1 an, ou 2 ans, ou 3. Donc le but de notre fondation, c'est justement d'essayer d'aider les écoles à être de la meilleure qualité possible, de les accompagner pendant les années les plus difficiles, d'être solidaires, de les porter, de les soutenir, de les aider. Et ensuite, si elles ont fait ce qu'il faut en termes de gestion, de sérieux, etc., eh bien elles se débrouillent sans nous. Et on les retrouve plus tard, à partir du moment où elles veulent vraiment changer complètement de taille, ou bien ouvrir un secondaire, ou bien dédoubler les classes. Ou bon. Alors là, on peut de nouveau les aider et dans une autre perspective. C'est des écoles qui ont fait leurs preuves, on sait leur qualité, et on les aide à s'ouvrir à plus d'élèves. Et pour les accompagner encore mieux, depuis l'année dernière, nous avons mis en place un système de labellisation qualité. En fait, c'est une sorte de référentiel qualité. Et pour cela, dans notre équipe est arrivé un spécialiste de la qualité qui était au conseil d'administration de l'AFNOR, qui connaît très bien la logique de qualité propre à l'entreprise et puis maintenant à un nombre de structures, et qui a travaillé pendant 1 année avec
les directeurs d'école, les parents d'élèves, les élèves, les professeurs, pour élaborer en fait dans les principaux champs de l'enseignement et de l'organisation d'une école des bonnes pratiques et des repères. Donc notre but c'est toujours d'aider les écoles à donner le meilleur d'elles-mêmes, éviter les choses trappes les plus fréquentes et donc pouvoir atteindre une grande qualité pour toujours remonter ce niveau d'enseignement qui est malheureusement trop souvent défaillant en France aujourd'hui. Alors, deux dernières questions. La première, c'est au niveau financier. Combien est-ce qu'on peut espérer de la part de votre fondation, au minimum et au maximum, disons, en fonction des cas déjà? Alors ça dépend complètement du dossier. Et ça dépend aussi des types de participation. Puisque, vous voyez, par exemple, une école, par exemple, peut faire appel à nous lorsqu'elle veut acheter les locaux. Nous connaissons le sérieux de son projet, souvent elle existe depuis plusieurs années, nous l'avons suivi, elle veut acheter les locaux. Par exemple, nous pouvons prendre des parts de SCI. Vous voyez, là, ça reste à notre capital, mais ça leur permet de boucler leur budget, d'avoir un prêt bancaire, donc il y a ce type d'aide par exemple. Donc là, évidemment, ça peut prendre ça peut être des gros montants. Nous pouvons avoir de toutes petites aides de début, ça peut être 500 €, vraiment juste pour voir, quoi, pour résoudre un petit problème. Souvent, c'est plutôt quelques milliers d'euros. Et certains peuvent monter à 60 000 €. Mais là, ce sont des grosses écoles qui, par exemple, dédoublent leurs effectifs ou construisent un internat. Voilà. Et en dernière question, comment est-ce qu'il faut faire pour vous contacter et en savoir plus? Alors c'est très facile, en fait nous avons plusieurs sites internet. Pour tout ce qui est aide à la création d'écoles et connaissance de l'ensemble des écoles existantes, c'est Créer son école, on tape Créer son école, on tombe dessus. Pour savoir comment pouvoir être aidé financièrement, il faut regarder le site de la Fondation pour l'école, il y a tout le dossier à remplir qui est sur le site. Et puis nous sommes ouverts tous les jours, donc il suffit de nous appeler à la Fondation et vous tomberez sur un des permanents qui essaie d'aider au mieux les créateurs d'école ou les directeurs d'école, ou souvent aussi des parents ou grands-parents qui cherchent un établissement adapté à leur enfant, évidemment. C'est une sorte de rôle un peu officieux que nous rendons, que nous tenons malgré nous en quelque sorte. Anne Coffinier, merci beaucoup. Merci beaucoup.